C'est l'heure du sonneur. Et je suis très heureuse d'accueillir Nicolas Mirkovic. Bonjour Nicolas Mirkovic. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes, je le rappelle, analyste géopolitique, président de l'association Ouest-Est, auteur de Bienvenue au Kosovo et puis plus récemment L'Amérique Empire aux éditions Temporis. Et vous revenez, puisque vous êtes surtout, comme je le disais, président de cette association Ouest-Est, et c'est dans le cadre de cette association que vous allez faire des missions humanitaires au Donbass. Au Donbass en guerre, mais en guerre depuis 2014, et il est bon de le rappeler de temps en temps. Et vous revenez justement d'une mission humanitaire là-bas. Tout à fait. Je suis revenu à la fin de la semaine dernière. C'était ma 10e mission humanitaire sur place. On a commencé l'émission en 2014 parce que, fort, on va dire, de ce que j'avais moi analysé dans les Balkans et de mes missions humanitaires au Kosovo et de l'analyse de ce qui s'était passé dans, on va dire, l'éclatement de la Yougoslavie, j'avais compris en 2014 et le coup d'État à Maïdan que là, on était dans une autre ligue, que les risques et les menaces qui pesaient sur l'Europe étaient bien plus importants que ce qui s'était passé dans les Balkans, qui tout compte fait pouvait ressembler un peu à un entraînement par rapport aux Atlantistes qui étaient en train de jouer avec le feu, littéralement, le feu nucléaire même, sur la frontière de la Russie, et que la Yougoslavie, elle, la Russie, elle, n'était pas la Yougoslavie, et que ça allait vraiment, ça avait le potentiel de devenir quelque chose d'extrêmement grave si on ne réglait pas ça au plus vite. Alors depuis 2014, j'ai un peu l'impression de crier tout Mmh. seul dans les bois, mais non, tout le monde voit ce à quoi cela a mené. Et dans mes analyses, c'était toujours compliqué pour moi d'aller dans un pays pour essayer de comprendre ce qui se passait, pour essayer d'affiner mes recherches et de ne pas aider les gens sur place qui, eux, souffrent de cette situation de crise. Et donc, c'est pour ça qu'avec l'association Ouest-Est, eh bien, le but est de rapprocher l'Est et l'Ouest de l'Europe, hein. On est tous d'une même civilisation, d'une même culture, on peut avoir nos différends, on a notre passif commun. Mais c'est terrible de voir les Atlantistes et donc des personnes à partir de Washington qui font tout pour nous diviser pour protéger leur marché économique, leur zone d'influence. Et donc nous, on lutte contre ça, on est pour la paix entre Européens, et donc c'est pour ça que je mène ces missions humanitaires, pour dire aux personnes sur place que je vois là, voilà, qu'elles ne sont pas seules, que tous les Français ne sont pas d'immondes fauteurs de guerre, Mmh. et que voilà, on essaie d'aider les personnes sur place qui vivent vraiment des situations de précarité extrême, hein. On a du mal à croire que ça existe en Europe. Mais attendez, parce que c'est intéressant ce que vous dites avant d'aller évidemment dans la mission, en tant que telle. Vous dites, prouver que tous les Français ne sont pas des fauteurs de guerre et que vous luttez contre l'Atlantiste qui séparerait les Européens. Hem, Est-ce que la majorité des Ukrainiens notamment, et puis, en général, ne considèrent pas que le fauteur de troubles, c'est quand même la Russie? Non, clairement pas. Clairement pas. Vous savez, c'est pour ça que c'est comme toutes les guerres, c'est toujours plus compliqué que ce qu'on pense. Si vous allez dans l'Est et le Sud de l'Ukraine, beaucoup de personnes préfèrent être attachées à la Russie. Moi, je pense que c'est aux personnes de ces régions-là de décider de leur avenir. C'est pas à nous. Mmh. C'est pas à nous. Moi en plus, quand je mets des missions humanitaires, je ne demande pas est-ce que vous êtes pour Zelensky, pour Poutine, est-ce que vous êtes Mmh. pro-ukrainien, pro-Kiev. On apporte de l'aide à des personnes qui souffrent, qui habitent dans des zones de guerre, qui ont du mal à manger, qui ont du mal à s'alimenter, qui ont du mal à avoir accès à des médicaments, à l'hospitalisation. Donc, le but, c'est de pacifier la région et que ces personnes-là décident. Mais beaucoup de personnes que je rencontre moi-même, qui vont même se définir comme ukrainiennes, Mmh. dans l'est du pays, de là où j'étais à Donetsk et à Lugansk, dans ces différentes régions, préfèrent être du côté de la Russie. C'est un fait qu'il faut prendre en compte, parce que c'est ce qu'ils disent. Alors, est-ce qu'ils représentent, je pense qu'ils représentent une partie importante de la Et population, là, parce vous que parlez pas de miliciens ou d'activistes énervés, hein, vous parlez de la population, celle-là non, qui enfin les femmes les mères de famille, ah les oui, enfants, enfin oui. nous, on travaille évidemment avec des civils, avec l'Église localement. Donc, Mmh. tout le monde d'abord veut la paix, ça c'est certain, mais certaines personnes ont compris exactement ce qui se passait. Beaucoup de personnes ont compris que le coup d'État du Maïdan en 2014 avait comme objectif de dérussifier toute une partie de l'Ukraine qui elle-même se considère russe ou qui a des affinités avec la Mmh. Russie. C'est un fait historique, c'est un fait politique, c'est pas un choix, c'est pas une déclaration politique, c'est la réalité sur le terrain. Ces personnes parlent russe et il y a eu un coup d'État mené par des personnes qui ont dit qu'elles allaient interdire la langue russe, Mmh. qu'elles allaient dérussifier le pays. Mais c'est l'Est du pays, la langue qui était majoritairement parlée par l'ensemble des Ukrainiens avant le coup d'État de 2014 était le russe. N'oublions pas que l'Ukraine est une construction relativement récente, avant le XXe siècle. Il n'y a rien qui s'appelle Ukraine, il n'y a pas un Mmh. pays qui s'appelle Ukraine, c'est une région. Donc c'est compliqué. Ça ne veut pas dire que l'Ukraine n'a pas le droit d'exister, mais si l'Ukraine doit exister, si nous respectons le choix des Ukrainiens, alors il faut que nous respections le choix de tous les Ukrainiens, y compris ceux qui veulent défendre leur identité sur des terres qu'ils habitent depuis des siècles. Mmh. Donc je pense que c'est ça ce qui est important et ce qui manque aujourd'hui dans le débat,
on a l'impression que l'Ukraine est un ensemble homogène qui lutte corps et âme avec l'ensemble de la population contre la Russie. C'est clairement pas le cas. Quand il y a eu le coup d'État en 2014, ce sont des boulangers, des professeurs, des étudiants qui ont pris les armes parce qu'ils se sont dit, bah, ce que vous venez de faire à Kiev, on va le faire dans notre propre région, parce qu'on ne veut pas que des bandes de néo-nazis se baladent dans nos rues, on ne veut pas qu'on nous interdise notre langue, on ne veut pas qu'on nous détruise notre culture. Et au lieu de pacifier la situation, on ne cesse de mettre de l'huile sur le feu. Je rappelle qu'il y a eu les accords de Minsk en 2014 et qui permettaient à l'Ukraine de garder le Donbass en son sein, avec une certaine autonomie, de reprendre la totalité des frontières qu'elle avait suite à l'indépendance en 1991, et que la France et l'Allemagne étaient garants de ces signatures, Mmh. qui étaient des accords de paix. On ne l'a pas fait. Et la guerre civile est devenue une guerre maintenant avec la Russie, et une guerre qui se répand à travers l'Europe, puisque nous-mêmes, on se retrouve impliqués là-dedans, on dépense des milliards pour la guerre en Ukraine qu'on ne dépense pas pour l'éducation nationale, pour la santé, pour la sécurité des Français, et ça dans tous les pays membres de l'OTAN. Alors, dans quel état est le Donbass aujourd'hui et la population? Et l'immobilier, enfin, je veux dire les structures, est-ce que tout est détruit ou est-ce qu'il reste encore? Ou est-ce que c'est reconstruit justement depuis, vous avez fait plusieurs voyages, donc vous pouvez voir l'évolution aussi depuis le début de la Oui, guerre? très clairement. Très, très clairement. J'ai trouvé que Donetsk, qui est une ville que je connais bien, il y avait moins de personnes dans les rues que d'habitude. Donetsk a subi des frappes quand même assez importantes de l'armée ukrainienne. Il y a une crainte de la part des civils. Je trouvais qu'il y avait moins de personnes dans les rues. En revanche, et quand j'étais, donc ça c'est un fait. En revanche, plus on va vers le sud, plus on voit qu'il y a du monde. J'étais à Mariupol également. C'est vraiment une ville qui est en train d'être complètement reconstruite. Il y a presque deux salles, deux ambiances. Vous allez dans le sud du Donbass, là, ils sont en train de reconstruire. Les personnes étaient attablées à des terrasses, vous êtes en bord de mer, c'est impossible de savoir que vous êtes dans une zone de guerre, si ce n'est le passage régulier de véhicules militaires. Donetsk, ils sont en train de reconstruire quand même aussi. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait moins de personnes, mais il y a quand même beaucoup de vie Mmh. dans la ville. Il y a des bouchons, comme n'importe quelle ville. Mmh. Et on voit beaucoup d'efforts de reconstruction, notamment des routes. Les routes, c'est une catastrophe. Alors déjà, les routes étaient une catastrophe en Ukraine ou en En Russie Russie, oui. Ouais, ouais. avant la guerre, c'était toujours quelque chose d'assez incroyable de voir ces routes, mais on voit qu'il y a des efforts importants, et j'ai vu notamment la route qui mène jusqu'à Donetsk, qui est flambant neuve, c'est un billard, à Mariupol aussi, j'ai vu ça. En revanche, plus vous allez vous rapprocher de la ligne de front, et nous, on se rapproche pas mal de la ligne de front, parce que c'est là que se Il y a trouvent les plus de familles, besoins, oui. et voilà, qui ont plus de besoins, qui n'ont pas des réseaux, qui n'ont pas pu placer leurs enfants chez des cousins, des cousines qui étaient dans des zones plus sûres, ou alors qui ont tout simplement peur de quitter leurs habitations, ou qui ne veulent pas quitter leurs habitations. Et là, en effet, Popasna, c'est une ville de quasiment 20 000 habitants il y a 3 ans. Aujourd'hui, il y a plus que 800 habitants. C'est Stalingrad, hein. Il y a quasiment plus, enfin, les immeubles sont tous éventrés. On est Alors arrivé ils en vivent fin de comment journée. à part votre aide? Parce qu'il y a pas forcément de travail sur place, il y a pas forcément, et c'est pas forcément possible, si tout est détruit. Comment vivent-ils? De l'aide des républiques sur place qui apportent de l'aide humanitaire, qui Mmh. apportent un peu de nourriture, mais ils arrivent à vivre, hein. J'ai pas vu des personnes faméliques, mais j'ai vu des personnes extrêmement pauvres, ça se voit, et Mmh. qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité. C'est plutôt des personnes qui survivent dans ces zones. Mais là, on est vraiment à côté de la zone de front. Et ce qu'on entend localement, c'est que de toute manière, il n'y aura pas de programme de reconstruction avant que la ligne de front s'éloigne, parce que ça sert à rien de Oui, construire des bâtiments si, c'est compréhensible aussi, voilà, même les ouvriers n'iront pas travailler sur des zones où ils risquent de se prendre mmh. des obus sur la tête, quoi. Donc on voit qu'il y a cet effort global de reconstruction, ça c'est clair. Et j'ai vu des villes qui étaient, Volnovaka, qui est une ville où j'apporte de l'aide depuis 2 ans, est clairement en train d'être reconstruit. Il y a un centre administratif flambant neuf, il y a encore des maisons détruites, mais il y a cette volonté de construction. En gros, plus vous êtes le projet ligne de front, plus les immeubles sont éventrés ou la situation est compliquée, plus vous vous en éloignez, plus la population, là où c'est plus sûr, a repris son destin en main et est en train de reconstruire. Et alors, dans quelle, mentalité avez-vous trouvé ces familles finalement aujourd'hui? Puisqu'on a dit qu'on voulait rentrer dans la nuance et pas être dans le manichéisme. Est-ce qu'il y a des familles qui se sentent ukrainiennes, mais qui reconnaissent, ce que fait la Russie ou inversement? Il y en a qui quand même, trouvent que l'évolution de l'Ukraine est bonne? Enfin, quelles sont les mentalités sur place? Il y a de tout. Alors, il y a de moins en moins. Moi, j'ai rencontré dans les des premières années des familles qui se disaient ukrainiennes, et certaines qui n'étaient pas d'accord avec ce que faisait la Russie. Mais là, maintenant, il n'y en a plus. Ces personnes-là Ils sont partis? sont Oui. reparties. Voilà, parce qu'à l'époque, il y avait encore la possibilité de passer comment dire, d'une zone de guerre à l'autre. Mmh. Après, maintenant, c'est fini. C'est impossible. Si vous passez c'est impossible de traverser
Oui, la zone frontalière, mais ceux qui voulaient partir sont partis, comme ceux qui étaient de l'autre côté oui. et qui étaient restés sous l'occupation de l'armée ukrainienne, voulaient partir au Donbass parce qu'ils préféraient le projet politique. Vous Mmh. savez, je le rappelle, c'est extrêmement compliqué, c'est pas noir et blanc cette situation. Donc ces personnes-là, les personnes qui restent en revanche, sont extrêmement résilientes. Elles sont habituées à la guerre. Moi, j'ai vu des enfants je suis allé à Pervomaisk où j'ai mené ma première mission humanitaire en 2014, où ça se battait encore à chaque coin de rue entre miliciens et armée ukrainienne. Et j'ai rencontré des enfants qui n'ont connu que la guerre. Mmh. Ils n'ont connu que la guerre depuis qu'ils ont moins de 10 ans et qui n'ont connu que la guerre. Et les familles étaient là, résilientes, elles restent, elles attendent que ça se termine. Évidemment, tout le monde veut que ça se termine parce que tout le monde a un membre de la famille qui est soit dans l'armée, dans la milice, dans l'administration. Il y a encore des bombardements tous les jours. Tous les jours. Donc il y a de la crainte, il y a de la peur. Mais elles pourraient partir définitivement. Il y en a qui sont partis. Ceux que je rencontre, moi, ça me fait penser un peu au Kosovo aussi, hein. Les personnes que je rencontre et qui demeurent dans ces zones de guerre, elles ne veulent pas partir. Elles veulent disent: «Mais c'est ma terre, je n'ai pas à bouger, je n'ai pas à partir, mes ancêtres se sont battus pour cette terre, j'ai pas envie de partir». Donc beaucoup de résilience et de système D. Beaucoup de Oui. système D. On a eu un pneu de notre camion qui a crevé à un moment. Je me suis dit: «Oh, ça va mettre en péril la mission, parce que ça va être compliqué de retrouver un pneu, de le réparer». C'était on a trouvé une espèce de parking qui ressemblait à rien et avec une guérite au bout. Visiblement, c'était un garagiste. Il est sorti et c'est le molosse qui est arrivé et on avait en effet une vis qui avait transpercé le pneu. Il a enlevé la vis, il a remis une mèche, mais vraiment avec un peu de difficulté. Et 15 minutes plus tard, on était sur la route, ça nous avait coûté 1 euro, quoi. Donc, si vous voulez, Oui, c'est sûr que c'est si pas vous voulez, parce qu'il y a ce côté phare Est où tout est possible. ouais. Et les gens du bruit, j'ai vu des véhicules complètement improbables, des familles, voilà, les gens Mmh. s'adaptent. Vous savez, quand vous êtes extrêmement pauvre, qu'on n'avait plus grand-chose, eh bien, vous avez du système D, ce qui était. À vrai dire, c'est quelque chose d'assez beau, hein. C'était terrible, hein, dans l'horreur de la guerre. Vous avez quand même des belles choses, même si évidemment il Une faut solidarité arrêter la évidemment. guerre. Ah oui, énormément de solidarité. Quand on apportait des choses, les gens prenaient pour leurs voisins, pour leurs amis, pour ceux qui n'étaient pas là. On a pas mal travaillé avec l'Église aussi. Donc du coup, qui s'occupe des plus pauvres, des personnes qui étaient extrêmement pauvres, grabataires, en fin de vie, clairement. Et on voit ces personnes, ces moines, ces moniales qui sont occupés. C'est assez touchant. C'est Mmh. assez touchant. Une dernière question peut-être aussi sur les enfants, puisque je sais que dans votre mission, vous faites très attention à apporter toujours aussi, des nounours ou des doudous ou des Oui. peluches en général ou des choses comme ça pour les enfants aussi, pour leur redonner le sourire. Vous avez pu le faire aussi cette fois-ci? Oui, clairement, il y a une école avec laquelle on travaille maintenant depuis 2 ans qui est à Stepa Krinka, où on a apporté déjà du matériel de sport. Oui. Parce que c'est important que ces enfants, là-bas, malheureusement, même s'ils ont la guerre, ils ont aussi leurs écrans. Donc du coup, qu'ils fassent autre chose, qu'ils pratiquent du sport. Donc on apporte des ballons de basket, des ballons de foot, du matériel pour jouer au ping-pong, au badminton, et également aux plus petits, eh bien des jouets. Tout simplement parce que, pareil, c'est une zone de guerre. Les personnes qu'on va voir sont extrêmement pauvres, ne peuvent pas se payer des choses qui pour nous paraissent assez futiles Oui. aujourd'hui. Un nounours, une petite voiture, ça coûte pas grand-chose. Et voir le sourire de ces enfants, voir le sourire de leurs parents, je peux vous dire que ça redonne le moral, ça Mmh. égaye la journée. Mmh. Et on se dit, voilà, il faut pas. On apporte un tout petit peu de joie dans la vie de ces petits Européens qui, eux, ne connaissent que la guerre et qui sont habitués, hein. Ils sont pas malheureux, ils sont pas larmoyants et tout. Ils sont habitués, ils connaissent que ça. Donc, quand vous ne connaissez que ça, vous faites avec. Mais c'était un grand bonheur pour nous de les aider et puis d'aider les écoles. En même temps, évidemment, on ne fait pas que ça. Dans l'école qu'on a visitée, on a acheté une porte qui va pour remplacer la porte d'entrée qui est aujourd'hui condamnée, qui ne fonctionne pas. On avait acheté du matériel informatique l'année dernière, donc il y a une salle informatique déjà pour ses enfants. Donc ça, c'est ce qui est le plus important, comme les générateurs électriques, comme de la Mmh. nourriture, comme des médicaments, c'est Bien ce qui est le sûr. plus important. Mais en parallèle, voir le sourire de ses enfants et les familles, là, pour nous, c'est un très grand bonheur. Et on se dit que ces enfants, les plus faibles méritent mieux que ça, quoi. Mmh. Oui, puis parfois, un nounours, c'est plus important que tout, hein. C'est plus important qu'une porte ou qu'un générateur électrique. Mais bon, ça, c'est dans la Pour tête d'un certains enfant, enfants, oui, oui. c'est sûr. Bon, en tout cas, je lis la fin de votre communiqué. Vous dites, «Ceux qui ne possèdent plus rien sont parfois plus généreux que ceux qui possèdent tout» et ça, c'est vraiment quelque chose aussi que vous avez, redécouvert, on va dire, en étant, en présence de ces familles, auxquelles et ces familles et ces personnes en général, auxquelles vous avez apporté de l'eau, des produits d'entretien, de la nourriture et cetera. Et comment on peut faire, éventuellement, si on veut aider votre association, Nicolas Mirkovic? Alors, il y a tout simplement aller sur notre site internet, c'est www.west-est.org.
Vous avez une petite rubrique tout en haut qui s'appelle Nous aider. Et sur cette page-là, bah, vous pouvez faire un don ou prendre contact directement avec nous pour, voilà, pour qu'on continue d'aider les personnes. L'objectif de notre association est de rapprocher l'Est et l'Ouest, comme je le dis, pas seulement au Donbass, mais aussi dans d'autres pays européens pour qu'on se connaisse mieux. On fait partie d'une même culture, une même civilisation. Il y a un intérêt politique, historique en commun, mais on doit arrêter cette mentalité de ceux qui aujourd'hui veulent à tout prix nous diviser, nous opposer pour des gains de personnes qui habitent de l'autre côté de l'Atlantique ou des très grandes corporations qui sont chez nous et qui divisent les peuples au lieu d'essayer de les rapprocher. Une question plus géopolitique seulement, Nicolas Mirkovic, le secrétaire de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a dit que je crois que le temps est venu, c'était le 25 mai, pour laisser l'Ukraine utiliser librement leurs armes et lancer des frappes plus profondes dans le territoire russe. Donc pas seulement pour l'autodéfense, mais pour aller finalement attaquer sur le territoire russe. Comment vous réagissez à cette prise de position? Malgré les milliards, plus de 200 milliards de dollars versés pour aider l'armée ukrainienne, l'OTAN, avec ses satellites, avec ses conseillers qui sont sur place depuis 2014, n'arrive pas à battre l'armée russe. C'est une déroute aujourd'hui, peut-être pas encore une déroute, mais en tout cas c'est un échec pour l'OTAN qui aujourd'hui qui est derrière cette situation. Reshetnikov, l'ancien ministre de la Défense ukrainien, disait que les Ukrainiens versaient leur sang pour l'OTAN. C'est quand même quelque chose qui est assez flagrant. Et malheureusement, beaucoup d'Ukrainiens meurent pour l'OTAN aujourd'hui. Et là, bah, il a dévoilé la véritable stratégie. La véritable stratégie de l'OTAN n'est pas du tout de protéger l'Ukraine, n'est pas du tout de défendre les intérêts des Ukrainiens. Elle est d'affaiblir la Russie. C'est ce que je dis, ce que j'explique dans mon livre Le chaos ukrainien. Hmm. L'objectif de l'OTAN derrière tout ça est d'affaiblir la Russie. Et quel est l'intérêt des Ukrainiens d'aller taper des cibles en Russie? Si vraiment vous êtes Zelensky, vous voulez que les Russes quittent le pays, bah, vous devez utiliser l'armement à votre disposition pour attaquer l'armée russe qui est sur ce que vous estimez être votre territoire. En allant taper des ressources ou des centres militaires russes en Russie, vous faites le jeu de l'OTAN qui veut affaiblir la Russie parce que la Russie est considérée comme comment dire, pas forcément un concurrent, mais comme un grain de sable dans l'engrenage atlantiste, mondialiste, et c'est extrêmement dangereux. Là, récemment, il y a un drone ukrainien, on se doute bien que les coordonnées, les informations, tout ça a été fait avec, enfin l'information pour détruire, attaquer le bâtiment a été soumis ou approuvé par des membres de l'OTAN. Ils sont allés attaquer un centre de radar qui prévient, enfin assez important dans le complexe de défense russe, qui permet de détecter l'arrivée d'ogives nucléaires. Quel est l'intérêt? L'Ukraine compte attaquer la Russie avec des ogives nucléaires. Et quel est l'intérêt? On ne voit même pas l'intérêt militaire à court terme. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Si ce n'est pour faire du mal à l'armée russe. Et Oui. forcément, quand on parle du nucléaire, on franchit des lignes rouges. C'est la stratégie nucléaire russe. Et les Russes, ils ne vont pas rester les bras croisés ad vitam aeternam. Au bout d'un moment, ils vont répliquer en dehors du territoire ukrainien. Donc, et qu'est-ce qu'on veut? On veut que cette guerre locale devienne une guerre européenne. On va encore de nouveau se battre entre nous. Si on dépensait 0,1% des milliards dépensés pour la guerre, pour la paix, pour la négociation, pour la discussion, pour mettre les personnes autour de la Hmm. table, eh bien, ce serait dans l'intérêt de tout le monde, à commencer par les Ukrainiens qui se sentent pro-atlantistes ou pro-russes. Oui. Donc, c'est extrêmement dangereux ce jeu de l'OTAN, et ça l'est depuis le début. Ça l'est depuis le début, et il faut le dénoncer parce qu'ils mettent de l'huile sur le feu. Mmh. Et on rappelle d'ailleurs, récemment, mais nous on le disait déjà avant, mais récemment est ressorti un article avec les éléments de l'accord qui avait été signé Oui, entre les Ukrainiens et les Russes. c'est les Russes. Un accord de paix qui avait été signé au tout début du conflit et qui a été avorté par Boris Johnson. Donc il est bon de le rappeler également. Merci beaucoup Nicolas Birkovitch. En effet, le chaos ukrainien qui est auto-édité et puis l'Amérique Empire aux éditions Temporis. Merci encore. Et puis je rappelle votre Merci à vous. association